Il l'avait invitée à la soirée la plus mondaine de Paris pour la transformer en objet de moquerie. Pourtant, quand elle a relevé la tête, un éclat de défi pur dans les yeux, il a senti, pour la toute première fois, qu'il avait gravement sous-estimé la femme à genoux devant lui. Élise avait les mains plongées dans un seau d'eau sale, l'odeur des produits d'entretien imprégnée dans sa peau lorsqu'elle entendit la voix d'Adrien de Courcy résonner dans l'immense hall. La voix de cet homme lui ressemblait, froide, parfaitement articulée et conçue pour que les autres se sentent insignifiants. Il était presque 20 heures, un vendredi soir, et elle sentait déjà le poids de la fatigue écraser ses épaules. Tout ce qu'elle désirait, c'était rentrer chez elle, retrouver le silence et le parfum de camomille de sa grand-mère. Mais Adrien se tenait à quelques mètres, un sourire suffisant aux lèvres, flanqué de sa petite amie, Chloé, qui la dévisageait comme si elle était un insecte. « Élise, ma chère !» commença-t-il, ce ton faussement amical lui donnant la chair de poule. « Vous n'êtes pas sans savoir que demain soir a lieu le gala annuel des De Courcy. Une œuvre de charité, bien entendu. » Chloé laissa échapper un petit rire méprisant. Pour les nécessiteux. Élise resta silencieuse, une serpillière encore à la main. Adrien poursuivit, savourant chaque syllabe. Et dans un élan de générosité, je me suis dit, pourquoi ne pas convier l'employée la plus dévouée que nous ayons? Ce serait une véritable expérience pour vous, vous ne croyez pas? Il lui tendit une enveloppe épaisse, d'un blanc immaculé, orné du sceau doré de la famille. Le contraste avec les mains usées d'Élise était l'essence même de la plaisanterie. L'humiliation était palpable. C'était une invitation à devenir l'attraction principale du zoo privé d'Adrien. Il voulait l'exhiber dans son uniforme, peut-être, ou dans une tenue bon marché, pour que toute l'assemblée puisse s'esclaffer. Lentement, Élise se releva. Elle essuya ses mains sur son tablier, ignorant le regard dégoûté de Chloé. Ses yeux, d'un brun profond, croisèrent ceux d'Adrien. Il n'y avait ni peur, ni colère. Il y avait quelque chose de plus ancien, de plus profond. Un calme qui le déstabilisa une fraction de seconde. « Merci, monsieur de Courcy, dit-elle, la voix ferme et claire. Ce sera un honneur. » Elle prit l'invitation. Le carton était lourd, précieux. Elle le tenait avec une assurance à laquelle il ne s'attendait pas. Adrien et Chloé échangèrent un regard, la surprise se muant vite en amusement. Pour eux, la farce venait de prendre une tournure encore plus savoureuse. Mais tandis qu'Élise se détournait, tenant cette invitation comme une arme, une pensée inconfortable égratigna l'esprit d'Adrien. L'espace d'un instant, dans ce regard, il n'avait pas vu une femme de ménage. Il avait vu une reine déguisée. Et il n'avait pas la moindre idée de l'erreur monumentale qu'il venait de commettre. L'air glacial de la nuit fut un choc bienvenu, purgeant de ses poumons l'odeur du luxe et de la raillerie. Élise descendit les marches de l'hôtel particulier des De Courcy, l'enveloppe lourde à la main, une tache blanche et nette dans l'obscurité. Elle ne prit pas de taxi. Le trajet en bus était long. Un serpentin qui la menait du quartier des dieux, avec ses hauts murs et ses jardins impeccables, vers le monde des mortels, fait d'immeubles en béton et de fenêtres illuminées de lueurs jaunes et chaleureuses. Chaque arrêt était un pas de plus loin de l'éclat froid d'Adrien et un pas de plus près de la seule chose qui comptait. Son appartement était petit, mais d'une propreté irréprochable. Les murs étaient tapissés d'étagères de livres, des volumes d'histoire, de philosophie et des romans classiques qu'elle achetait chez les bouquinistes avec le peu qui restait de son salaire. L'air sentait le romarin et la tisane à la camomille que sa grand-mère, Madame Anne-Lise, buvait tous les soirs. Elle la trouva assise dans son fauteuil en velours usé, les yeux, malgré la fragilité de son corps, plus perçants et vifs que ceux de quiconque Élise connaissait. « Tu es en retard, mon enfant », dit Anne-Lise, la voix douce, mais avec une inflexion d'acier. « Et tu portes en toi la tempête d'un autre. » Élise força un sourire, glissant l'enveloppe dans la poche de son manteau. La circulation, grand-mère, comme d'habitude. Mais Anne-Lise ne se contentait jamais de mensonges faciles. Elle observa le visage de sa petite fille, la tension dans sa mâchoire. C'était encore lui, n'est-ce pas, l'héritier? La question projeta Élise 2 semaines en arrière, un après-midi gris.
Le souvenir était si vif qu'il semblait dater de quelques minutes à peine. Elle se trouvait dans la bibliothèque de l'hôtel particulier, un sanctuaire d'acajou et de cuir qui était son endroit favori et le plus périlleux de tous. En époussetant une étagère, ses doigts s'arrêtèrent sur le dos d'une première édition de Du côté de chez Swann. Un instant, elle s'autorisa le luxe de le prendre, de sentir le poids du papier ancien, de respirer son parfum. C'est à ce moment qu'Adrien était entré. Sans un bruit, mais sa présence avait aspiré tout l'air de la pièce. Il l'avait vu, le livre entre les mains, et son visage s'était figé en un masque de pur mépris. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» siffla-t-il. Élise sentit son sang se glacer. « Je faisais juste la poussière, monsieur. » La poussière. Il rit, un rire sans joie. Il lui arracha le livre des mains, le traitant avec une violence que l'objet ne méritait pas. Les gens comme vous ne lisent pas Proust. Les gens comme vous savent à peine lire le mode d'emploi d'un détergent. Il s'approcha, le visage à quelques centimètres du sien. « Laissez-moi vous donner un conseil, dit-il. La voix basse et venimeuse. Vos mains sont faites pour tenir un balai, pas un livre. Comprenez votre place dans ce monde, et peut-être que vous souffrirez un peu moins. » Elle n'avait pas pleuré, pas argumenté. Elle avait simplement soutenu son regard, un acte de défi silencieux qui sembla l'enrager davantage. Il jeta le livre sur une table et partit, la laissant le cœur battant, la dignité blessée mais pas brisée. De retour dans le présent, le souvenir la brûlait encore. Élise sortit enfin l'enveloppe de sa poche et la tendit à sa grand-mère. « Il m'a invité au gala de l'entreprise demain soir, » dit-elle à voix basse, pour se moquer de moi. Madame Anne-Lise prit l'invitation. Ses doigts, fins et ridés, suivirent le contour du seau doré des deux coursis. Élise s'attendait à de l'indignation, à ce qu'elle lui ordonne de brûler ce papier et d'oublier. Mais à sa grande surprise, une flamme s'alluma dans les yeux de sa grand-mère, une flamme qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Il ne change pas », murmura Anne-Lise, plus pour elle-même que pour Élise. L'arrogance est le sang qui coule dans les veines de cette famille. Ils bâtissent leurs empires sur les os des autres et se moquent ensuite des fantômes. Elle regarda Élise, et pour la première fois ce soir-là, elle sourit. C'était un sourire féroce. « Cette invitation n'est pas une plaisanterie, ma petite. C'est une convocation. C'est le destin qui frappe à la porte, lasse d'être ignoré. Et tu vas répondre. » Élise était abasourdie. « Grand-mère, je n'ai rien à me mettre. Je n'ai pas... »« Tu as plus que ce qu'il te faut, » l'interrompit Anne-Lise, sa voix gagnant une force impressionnante. Elle se leva avec peine et se dirigea vers une petite commode en bois sombre dans un coin de la pièce. D'un tiroir, elle sortit une petite boîte de velours poussiéreuse. Elle l'ouvrit et de l'intérieur tira une clé. Ce n'était pas une clé ordinaire. Elle était grande, en laiton, avec un dessin complexe et ornemental. On aurait dit la clé d'un château de conte de fées. Elle la posa dans la paume d'Élise. La clé était lourde, froide et bien réelle. « Demain matin, tu prendras le premier train pour le vieux centre, » ordonna Anne-Lise, les yeux fixés sur ceux de sa petite-fille. « Va au numéro 7 de la rue des Camélias. Utilise cette clé, Léandre t'attendra. » Elle prit le visage d'Élise entre ses mains. « Ils veulent t'humilier parce qu'ils ont peur de qui nous sommes. Il est temps de le leur rappeler, de le rappeler à tous. » La fatigue d'Élise avait disparu, remplacée par un tourbillon de confusion et une décharge d'adrénaline. La clé dans sa main semblait vibrer d'une promesse. Ce n'était plus seulement une invitation à une fête. C'était un appel aux armes. Le samedi matin arriva avec une lumière pâle et grise, assortie à l'incertitude dans le cœur d'Élise. La clé en laiton pesant dans sa poche, elle prit le train grinçant vers le vieux centre, une partie de la ville que le progrès semblait avoir oubliée. Les rues pavées et les hôtels particuliers aux façades délavées racontèrent les histoires d'une autre époque, un temps d'élégance et de secret. Elle trouva la rue des Camélias, une ruelle silencieuse où le son de ses pas résonnait. Le numéro 7 appartenait à un bâtiment étroit, coincé entre deux autres, sa porte en bois massif couverte d'une couche de poussière et de temps. Il semblait fermé depuis des décennies. Le cœur battant, Élise inséra la clé dans la serrure. Le mécanisme, raidi par le manque d'usage, protesta par un claquement métallique avant de céder.
La porte s'ouvrit dans un grincement, révélant non pas l'obscurité qu'elle attendait, mais une douce pénombre, filtrée par une verrière couverte de poussière. L'air était dense, avec une odeur de cèdre, de tissus anciens et autre chose, de la mélancolie. L'endroit était un sanctuaire endormi. Des mannequins silencieux, recouverts de draps blancs, ressemblaient à une congrégation de fantômes. Des rouleaux de soie, de velours et de satin s'empilaient sur les étagères, leurs couleurs vibrantes maintenant ternies par le temps. Je savais qu'Anne-Lise vous enverrait un jour. La voix venait des profondeurs de l'atelier. Un homme grand et élancé émergea de l'ombre. Il était plus âgé, peut-être 70 ans, mais il se déplaçait avec une grâce fluide. Ses cheveux étaient argentés et impeccablement coiffés, et même là, dans ce mausolée de la mode, il portait un pantalon en lin et une chemise en soie. Ses yeux, d'un bleu pâle, l'étudièrent avec une intensité qui n'était pas hostile, mais analytique. « Vous avez ces yeux, dit-il, avec un léger accent qu'Élise ne sut identifier. Ceux de votre mère, la même force, la même tristesse. Je suis Léandre. Élise, répondit-elle, la voix à peine un murmure. Ma grand-mère m'a envoyé. J'ai une soirée. Ce soir. Le mot « soirée » semblait ridicule en ce lieu. Léandre sourit, un sourire triste. Anne-Lise et son sens du drame, une soirée. Il lui fit signe de le suivre. Nous n'avons pas de robe pour des soirées ici, mon enfant. Ce que nous avons, c'est de l'histoire. Il la guida à travers les tables de coupe et les machines à coudre silencieuses jusqu'au fond de l'atelier, où une unique armoire en bois sombre se dressait comme un monolithe. Il l'ouvrit avec une révérence presque religieuse. Et c'est là qu'Élise la vit. Ce n'était pas une robe. C'était une promesse. Sur un mannequin solitaire, protégé du monde, se trouvait une création d'un vert émeraude si profond qu'il semblait contenir la forêt elle-même. Le tissu tombait en plis parfaits, brillant doucement même dans la faible lumière. La coupe était d'une simplicité trompeuse, un design qui n'appartenait à aucune époque, et donc à toutes. C'était intemporel, audacieux et surtout vivant. Magnifique, murmura Élise, à bout de souffle. Elle était destinée à l'être, dit Léandre, la voix chargée d'émotion. C'est la dernière pièce que mes mains ont créée avec joie. C'était un cadeau pour votre mère, Liana. En entendant le nom de sa mère, qu'elle avait à peine connue, Élise sentit un frisson. Elle se tourna vers lui, les yeux pleins de questions. Léandre comprit. Il l'invita à s'asseoir sur un vieux divan en velours, et alors l'histoire vint. Votre famille, les Renaud, n'étaient pas simplement riches, Élise, ils avaient une âme. Votre grand-mère Anne-Lise et votre mère, elles ont vu un jeune créateur immigrer avec un carnet de croquis et lui ont offert le monde. Cet atelier, dit-il en désignant l'espace endormi, a été bâti par votre grand-père. Il croyait en la beauté, en l'art, en l'honneur. Il marqua une pause, le visage durci. Et puis sont arrivés les deux Courcy. Le père d'Adrien. C'était un vautour en costume chair, un nouveau riche, sans classe, avec une faim insatiable. Il voyait l'empire de votre famille, non pas comme quelque chose à admirer, mais comme quelque chose à dévorer. Léandre raconta l'histoire de la trahison. Des contrats frauduleux, des investissements sabotés, une campagne de rumeurs qui a sali le nom des Renaud sur la place publique. Ce fut une exécution financière, méthodique et cruelle, qui laissa sa famille avec rien d'autre que des dettes et un nom brisé. Cette robe, continua-t-il en regardant la création émeraude, votre mère devait la porter le soir de l'annonce de la Fondation Renaud pour les arts. La soirée qui devait consolider leur héritage pour toujours. La soirée qui n'a jamais eu lieu car, la veille, le père d'Adrien a porté le coup de grâce. La révélation frappa Élise comme une vague. Le gala d'Adrien, la charité, c'était une moquerie cosmique. Il célébrait dans la même salle où sa mère aurait dû célébrer la bonté et non la cupidité. L'invitation n'était pas une blague au hasard, c'était le dernier clou dans le cercueil de la mémoire de sa famille. Ma grand-mère, elle savait, conclut Élise. Anne-Lise a la mémoire longue, dit Léandre. Elle a attendu. Et maintenant, elle ne veut pas que vous alliez à cette fête pour vous cacher ou pour leur ressembler. Elle veut que vous y alliez comme un rappel vivant.
un rappel que la véritable noblesse ne peut être volée. Élise se leva et marcha vers la robe. Elle toucha le tissu, qui était frais et lisse comme de l'eau. Ce n'était plus un morceau de tissu, c'était une armure. C'était son héritage. La mission de cette nuit venait de se transformer. Il ne s'agissait plus de survie, il s'agissait de rétribution. Les heures qui suivirent dans l'atelier de Léandre ne furent pas une célébration, mais une transformation silencieuse et profonde. Il ne s'agissait pas de maquillage ou de coiffure élaborée. Léandre travaillait comme un sculpteur, non pas sur de l'argile, mais sur l'esprit d'Élise. Avec chaque épingle ajustée sur la robe émeraude, il lui transmettait une leçon. « Ne marchez pas glissez », instruisait-il. Sa voix à la fois un baume et un ordre. « Ne les regardez pas, laissez-les vous voir. Vous ne cherchez pas leur approbation. Vous êtes l'étalon par lequel ils seront jugés ce soir. » Quand il eut terminé, Élise se regarda dans l'immense miroir au cadre doré et ne reconnut pas la femme qui lui faisait face. La femme de ménage avait disparu. À sa place se tenait la petite fille d'Annelise, l'héritière du legs Renaud, vêtue d'une armure de soie et de détermination. Léandre ne la laissa pas prendre un bus. Une voiture noire, simple et anonyme, l'attendait dans la ruelle silencieuse. Pendant le trajet, Élise ne regarda ni son téléphone, ni les lumières de la ville qui filaient derrière les vitres. Elle garda les mains posées sur ses genoux, la colonne vertébrale droite, respirant lentement et profondément, comme Léandre le lui avait appris. Elle se remémorait l'histoire de sa famille, non comme une tragédie, mais comme le prologue de sa propre histoire. La peur qu'elle avait ressentie si longtemps avait été consumée, remplacée par le métal froid et lourd de la résolution. La voiture s'arrêta devant l'entrée du gala de Courcy. C'était un spectacle d'excès. Des limousines déposaient des hommes en smoking et des femmes qui semblaient avoir plongé dans des coffres à bijoux. Les flashs des photographes crépitaient de toutes parts. Un instant, le cœur d'Élise flancha. L'ancienne Élise, la jeune femme qui frottait les parquets, cria en elle. Elle prit une profonde inspiration, faisant taire cette voix. « Vous n'entrez pas dans une fête !» La voix de Léandre résonna dans son esprit. « Vous reprenez votre territoire. » Elle ouvrit la portière de la voiture et sortit. Au moment où ses chaussures touchèrent le tapis rouge menant à l'entrée, un changement subtil se produisit dans l'atmosphère. Les photographes, conditionnés à chercher des célébrités connues, l'ignorèrent d'abord. Mais l'un d'eux, un freelance à l'œil plus affûté, la remarqua. Il vit la robe, il vit la posture, et il déclencha un flash, puis un autre. En quelques secondes, comme une volée d'oiseaux effarouchés, tous les autres se tournèrent. Qui était-elle? La robe n'appartenait à aucune collection actuelle. Le visage était inconnu. Cette combinaison de mystère et d'élégance indéniable était plus magnétique que n'importe quelle star de cinéma. Élise ne posa pas. Elle marcha simplement, ses pas mesurés et gracieux, vers les immenses portes doubles de la salle de bal. Et lorsque les portes s'ouvrirent pour elle, un silence en cascade se propagea dans la pièce. La salle était une cathédrale de cristal et d'or, bondée de l'élite de la ville. L'orchestre, qui jouait un doux quatuor à cordes, sembla hésiter une fraction de seconde. Les conversations s'éteignirent. Des coupes de champagne s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. Des centaines de paires d'yeux se fixèrent sur la silhouette qui apparaissait à l'entrée. La robe vert émeraude absorbait la lumière dorée des lustres, créant une aura autour d'elle. C'était une tache de couleur et de vie dans une mer de noir et de blanc. Elle entra dans la salle. À chaque pas, les murmures commençaient, une vague sonore qui la suivait. « Qui est-ce? De la royauté européenne? Ça doit être une actrice de film d'auteur, regardez cette robe. Jamais vue auparavant. De quelle famille est-elle? » La spéculation était frénétique, car dans leur monde fermé, un visage nouveau et si puissant était un événement sismique. De l'autre côté de la salle, Adrien de Courcy était à l'apogée de son pouvoir. Il tenait une coupe en cristal, riant de quelque chose que Chloé, suspendue à son bras, venait de dire. Il était le roi dans son château, le centre de l'univers. Ce fut Chloé qui la vit la première. Son rire s'étrangla et ses yeux s'écarquillèrent. « Adrien !» balbutia-t-elle en lui serrant le bras. « Regarde !» Adrien suivit son regard.
irrité par l'interruption. Son sourire s'effaça, remplacé par une confusion paresseuse. Il vit la femme en vert, une admiration réticente traversa ses yeux. « Impressionnant !» murmura-t-il, « une nouvelle héritière qui essaie de se faire un nom. » Et puis, il se concentra sur son visage. Le verre dans sa main aurait pu se transformer en poussière. Le sang quitta son visage, le laissant pâle sous les lumières chaudes. Non, ce n'était pas possible. La femme de ménage. Sa femme de ménage. Mais la femme qui se tenait là ne ressemblait en rien à la silhouette voûtée qu'il avait humiliée la veille. Cette femme était grande, les épaules en arrière, le menton levé dans un angle de défi calme. Les cheveux, qu'il avait toujours vus attachés en un chignon fonctionnel, tombaient en vagues douces sur ses épaules. Et la robe, cette robe était une œuvre d'art. Elle était plus élégante, plus précieuse dans sa simplicité que celle de n'importe quelle femme présente, y compris celle de Chloé, qui paraissait soudain vulgaire et excessive en comparaison. La colère lui monta à la gorge, chaude comme de l'acide. Comment osait-elle? Comment avait-elle réussi ça? La blague devait être sur elle, pas sur lui. Mais en regardant les visages autour, l'admiration et la curiosité authentiques, il réalisa que la farce s'était retournée contre son maître. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» grogna Chloé, sa voix un sifflement venimeux de jalousie et de choc. « Je vais régler ça », dit Adrien, la voix dangereusement basse. Il posa sa coupe sur le plateau d'un serveur qui passait et commença à marcher vers Élise, le corps raidi par la fureur. Il allait l'exposer, l'humilier devant tout le monde et la jeter dehors. Il l'intercepta au centre de la salle. Élise s'arrêta, le regardant enfin droit dans les yeux. Son regard n'était pas craintif. Il était froid, direct et analytique. Elle le regardait comme s'il était un spécimen sous un microscope. « Je crois que vous vous êtes trompé de fait », commença Adrien, la menace claire dans son ton bas. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une main ferme se posa sur son épaule. « Adrien, mon cher garçon ». La voix, avec son accent britannique poli, appartenait à un homme qui fit instantanément geler Adrien. C'était Monsieur Sterling, un investisseur suisse-britannique à la réputation légendaire, l'homme qui était sur le point de signer un chèque qui doublerait la taille de l'empire de Courcy. Sterling était la personne la plus importante dans cette salle, et il ne regardait pas Adrien. Ses yeux de connaisseur d'art étaient fixés sur Élise, une expression de pure extase sur son visage. « Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez réussi un miracle », dit Sterling, sa voix résonnant d'autorité. Il s'approcha d'Élise, ignorant complètement Adrien. « Ma chère, cette robe, c'est un Léandre, un original de sa période dorée. Je parierais ma réputation là-dessus. Je n'ai pas vu une coupe pareille, une telle audace, depuis 20 ans. » Il se tourna vers Adrien, les yeux brillants. « Qui est cette femme magnifique? Où la cachiez-vous » Le monde d'Adrien s'arrêta. Il était en échec et mat. S'il la dénonçait comme une femme de ménage, il passerait pour un monstre cruel et pathétique aux yeux de l'homme qui tenait son avenir entre ses mains. S'il l'ignorait, Sterling le verrait comme un hôte inepte. Piégé, il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il ravala sa colère et força le sourire le plus faux de sa vie. « Monsieur Sterling, » dit Adrien, la voix tendue, « permettez-moi de vous présenter Élise. » Il hésita une fraction de seconde. « Une très chère amie de la famille. Sa présence est un honneur pour nous. » Sterling sourit, radieux. Il prit la main d'Élise et la porta à ses lèvres dans un geste de galanterie d'antan. « Élise, » répéta-t-il le nom, « enchanté. Votre choix vestimentaire n'est pas seulement beau, c'est une déclaration. Vous venez de rendre cette soirée inoubliable. » Tandis que Sterling la tenait par la main, charmé, Adrien resta en arrière, un hôte impuissant à sa propre fête. Il observa, la fureur brûlant dans sa poitrine, tandis que les chuchotements dans la salle passaient de « Qui est-elle » à « C'est une amie des de Courcy ?» Une amie d'Élise. La première bataille avait été menée sans qu'Élise n'ait dit un seul mot. Et lui, le roi dans son château, l'avait perdue de façon spectaculaire. L'acceptation forcée d'Adrien et l'approbation enthousiaste de Mr. Sterling créèrent une bulle de pouvoir autour d'Élise.
Elle n'était plus une anomalie à interroger, mais le centre d'un nouveau et fascinant mystère. Sterling, un homme qui appréciait autant la beauté que le pouvoir, ne la lâcha pas. D'une main légère dans son dos, il la guida, avec Adrien et une Chloé, livide entraînée dans leur sillage, vers le cœur battant de la fête, un cercle fermé d'invités réunis près du balcon surplombant les jardins. Là ne se trouvaient pas les simples riches, mais les architectes de ce monde. Un banquier au regard rusé, une philanthrope qui était la matriarche d'une dynastie industrielle et, plus remarquablement, un redoutable critique d'art nommé Julien Delacroix. Un homme dont le pouce levé ou baissé pouvait faire ou défaire la carrière d'un artiste. Chloé observait tout, le venin bouillonnant dans sa poitrine. L'humiliation d'être éclipsée à sa propre fête par son propre petit ami était intolérable. Mais être éclipsé par la femme de ménage était un outrage cosmique. Le choc initial s'était solidifié en une fureur froide et calculatrice. Elle analysait Élise, cherchant une fissure dans la façade impeccable. La robe, admit-elle avec amertume, était une forteresse. La posture était royale, mais cela devait être superficiel. C'était une performance. Sous cette soie émeraude, Chloé était certaine qu'existait la même fille ignorante qui nettoyait les taches de son tapis. Elle devait juste le prouver. Elle avait besoin d'une scène, d'une question, d'un moment pour exposer la fraude et restaurer l'ordre naturel de l'univers. L'occasion parfaite se présenta lorsque le groupe s'arrêta devant la plus récente et coûteuse acquisition d'Adrien. Une immense peinture abstraite, chaotique et agressive qui dominait le mur principal. C'était un tourbillon de rouge, de noir et de jaune, un champ de bataille de coups de pinceau. Adrien, désireux de détourner l'attention d'Élise et de réaffirmer son propre statut, commença à se vanter du prix qu'il avait payé. Julien Delacroix, le critique, regardait la toile avec un mépris à peine déguisé. Une acquisition audacieuse, Adrien, commenta-t-il, le mot « audacieuse » sonnant plus comme « imprudente ». C'était le signal que Chloé attendait. Elle se tourna vers Élise, son visage se tordant en un sourire qui n'était que dents et sans chaleur. Sa voix était douce comme du miel empoisonné. « Élise, ma chère, vous êtes si silencieuse. Dites-nous ce que vous en pensez. » commença-t-elle, sa voix projetée pour que tout le petit cercle influent puisse entendre. « C'est absolument fascinant, n'est-ce pas ? La manière dont l'artiste Moreau déconstruit ici la praxis du néo-expressionnisme en usant d'une palette presque fauviste pour articuler la vacuité du discours post-capitaliste. C'est si viscéral. » Elle marqua une pause théâtrale, fixant Élise avec une fausse expectative. « Vous ne trouvez pas que le coup de pinceau rappelle un peu les débuts de Basquiat, mais sans la même portée politique peut-être ? Quelle est votre lecture ?» Le silence qui suivit fut lourd et absolu. C'était un piège parfait. La question était une salade de jargon prétentieux, conçue pour intimider et dérouter. Une réponse simple comme « c'est très intense » ou « je ne comprends pas grand-chose à l'art » la marquerait instantanément comme l'imposture que Chloé croyait qu'elle était. Le silence serait un aveu. Adrien croisa les bras, un sourire de supériorité se formant sur ses lèvres. Il devait l'accorder à Chloé. L'attaque était chirurgicale. Sterling haussa un sourcil, curieux. Julien Delacroix semblait s'ennuyer, attendant le massacre social. Élise ne répondit pas immédiatement. Elle ne regarda ni Chloé ni Adrien. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant, s'approchant de la toile. Elle inclina la tête, ses yeux parcourant la surface chaotique de la peinture. Pendant un long moment, la seule chose que l'on entendait était la musique lointaine de l'orchestre et la respiration collective du groupe. Pour Chloé, c'était l'hésitation de l'ignorance. Pour Élise, c'était le silence de la concentration. Elle se souvenait de Moreau. Son père avait collectionné les premiers croquis de l'artiste avant qu'il ne devienne célèbre. Elle se souvenait de discussions animées entre ses parents et leurs amis sur sa trajectoire. L'information n'était pas dans son esprit comme des faits mémorisés. Elle était dans son sang, partie d'une éducation qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Finalement, elle se tourna, non pas vers Chloé, mais vers le groupe dans son ensemble.
son regard s'attardant un instant sur celui du critique d'art. Sa voix, quand elle parla, était calme et mélodieuse, dépourvue de toute trace de confrontation. « Votre comparaison avec Basquiat est intéressante, Chloé, » commença-t-elle, désarmant l'attaque initiale avec une courtoisie inattendue. Tous deux partagent une certaine énergie brute, une urgence qui semble jaillir de la toile. Je vous remercie de l'avoir souligné. Chloé cligna des yeux, surprise par cette validation. « Cependant, continua Élise, son ton changeant subtilement pour celui d'une analyse profonde, je suis respectueusement en désaccord avec votre lecture. L'associer purement au néo-expressionnisme, c'est limiter la portée de Moreau. Ce que je vois ici, c'est moins une déconstruction qu'une complainte. Il dialogue en réalité avec les action painters de l'école de New York du milieu du XXe siècle, Pollock, de Kooning. L'idée que la toile est une arène pour l'événement de la création. » Julien Delacroix, le critique, décroisa les bras, se penchant légèrement en avant. « La véritable subversion ici, élabora Élise, ses gestes doux alors qu'elle montrait la toile, ne réside pas dans la palette de couleurs qui, à mon sens, est assez disciplinée dans son chaos, mais dans la tension incroyable entre le geste, qui est sauvage et spontané, et la structure presque architecturale qui sous-tend la composition. Regardez ici, elle pointa une ligne diagonale noire qui coupait la toile. Ce n'est pas aléatoire, c'est une poutre de soutien. Il ne critique pas le capitalisme, il pleure la perte du lien humain en son sein. Ce n'est pas une déclaration politique, c'est un cri de solitude existentielle. Ce qui semble être de la colère est en réalité de la douleur. » Elle fit une pause, laissant les mots s'installer. Puis, elle porta le coup de grâce, un détail si spécifique qu'il était irréfutable. Il y a quelques années, Moreau a entretenu une longue correspondance avec le poète japonais Kaito Tanaka. C'est à cette époque qu'il a commencé à intégrer le concept de ma dans son travail. L'espace négatif, le silence entre les notes. Si vous regardez bien, le véritable pouvoir de cette peinture ne réside pas dans les coups de pinceau, mais dans les espaces vides entre eux. C'est là que l'histoire se raconte. Le silence qui suivit fut différent. Il n'était plus tendu, il était respectueux. Chloé était pâle, la bouche légèrement ouverte. Elle n'avait pas seulement été contredite, elle avait été éclipsée, son analyse prétentieuse exposée comme un château de cartes face à une forteresse de connaissances authentiques. Adrien regardait Élise comme s'il la voyait pour la première fois, un mélange de fureur et d'un nouveau, terrifiant, respect réticent dans les yeux. Ce fut Julien Delacroix qui rompit le silence. Un sourire rare et sincère se répandit sur son visage habituellement sévère. « Ma chère », dit-il, la voix pleine d'admiration, « c'est l'analyse la plus brillante et la plus concise que j'ai entendue sur le travail de Moreau depuis une décennie. Vous ne faites pas que voir, vous comprenez. » Il fit un pas en avant, ignorant complètement Chloé et Adrien. « Dites-moi, que pensez-vous de son passage à la sculpture l'année dernière? J'ai trouvé que c'était une terrible erreur. » Tandis que le redoutable critique d'art entraînait Élise dans une conversation animée, laissant tous les autres derrière, M. Sterling eut un petit rire et regarda Adrien. « Une amie de la famille, disiez-vous? »« Adrien, mon garçon, » dit-il en tapotant l'épaule de l'hôte stupéfait. « Vous êtes un homme plein de surprises extraordinaires. » La deuxième bataille était gagnée. Et cette fois, Élise avait utilisé sa propre voix comme arme, prouvant que son esprit était encore plus redoutable que la robe qu'elle portait. Chloé, humiliée et exposée, semblait se recroqueviller, sa présence vibrante maintenant réduite à une note de bas de page oubliée dans la nuit de triomphe d'Élise. La victoire intellectuelle d'Élise sur Chloé fut dévastatrice et totale. Elle devint instantanément le nouveau centre de gravité de la soirée. La conversation avec Julien Delacroix, le critique, attira une petite suite d'invités qui, quelques instants auparavant, ne lui auraient pas accordé un second regard. C'étaient des banquiers, des avocats et des héritières, tous planant désormais dans l'orbite d'Élise, écoutant attentivement tandis qu'elle et Delacroix débattaient de la transition du surréalisme à l'expressionnisme abstrait. Élise gérait l'attention avec une grâce qui frisait l'indifférence.
Il n'y avait aucune arrogance dans son comportement, mais un calme autosuffisant qui était encore plus intimidant. Elle n'essayait pas d'impressionner. Elle était simplement elle-même, et cela, semblait-il, était plus que suffisant. De l'autre côté de ce petit cercle d'admirateurs, Adrien observait avec une fureur qui devenait plus complexe à chaque seconde. La colère initiale, pure et chaude, était maintenant refroidie par une peur glaciale et rampante. Ce n'était plus une blague qui avait mal tourné. La femme en robe émeraude n'était pas sa femme de ménage, prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle était quelqu'un. Il ne savait pas qui, ni comment, mais sa confiance, ses connaissances étaient bien trop authentiques. C'était comme s'il avait invité un fantôme à sa fête, et le fantôme se révélait bien plus solide et dangereux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Chloé, à ses côtés, était pâle et tremblante de rage, son humiliation l'ayant transformée en une statue de glace. « Fais quelque chose, Adrien » siffla-t-elle. Il savait qu'il le devait. Il devait briser ce charme, disperser la foule et isoler Élise, réaffirmer son contrôle. Avec un sourire forcé collé au visage, il commença à se diriger vers le groupe, prévoyant d'utiliser une excuse quelconque pour éloigner Julien Delacroix, le pilier qui soutenait la soudaine popularité d'Élise. Alors qu'il s'approchait, un homme plus âgé, qui se tenait à la périphérie du groupe, en écoutant silencieusement, tourna la tête. Son nom était Ottavio Blanchard, un industriel de la vieille garde. Un homme dont la réputation d'intégrité était légendaire, et dont le visage portait la carte de décennies d'affaires honnêtes et de pertes silencieuses. Il ne regardait pas Élise avec la même curiosité que les autres. Il y avait autre chose dans son regard, une confusion douloureuse, une étincelle de reconnaissance qui luttait pour croire ce qu'elle voyait. Ce fut une phrase de Delacroix qui alluma la mèche. « Votre perception, ma jeune amie, est d'une sophistication rare de nos jours, » dit le critique. « Elle me rappelle les conversations que j'avais avec les anciens Renaud. Eux, oui, savaient voir l'âme d'une œuvre. » En entendant le nom Renaud, le visage de M. Blanchard se crispa en un masque de choc et de certitude. Toute hésitation disparut. D'un mouvement qui surprit tout le monde par sa rapidité, il fit un pas en avant, interceptant l'avancée d'Adrien. Il n'accorda pas un seul regard à Adrien. Ses yeux, maintenant embués d'une émotion brute, étaient fixés sur Élise. « Pardonnez mon indiscrétion », dit M. Blanchard, sa voix, normalement si ferme, maintenant chargée d'un léger tremblement. Le cercle de conversation se tut instantanément. « Pardonnez ce vieil homme, qui est peut-être trompé par la mémoire et la nostalgie. Mais vos yeux, la façon dont vous vous tenez. » Il prit une profonde inspiration. « Vous êtes la petite fille d'Annelise, vous êtes la fille de Liana et d'Auguste Renaud ?» Le temps s'arrêta. Pour Élise, entendre les noms de ses parents, le nom de sa famille, prononcé à voix haute dans cette salle, l'antre du lion, fut comme un coup de tonnerre dans son cœur. C'était un nom qu'elle ne murmurait qu'à la maison, un nom associé à la honte et à la ruine. Mais dans la bouche de cet homme, il sonnait comme un honneur. Il sonnait comme un titre. Elle sentit les yeux d'Adrien lui brûler le dos, mais ne se retourna pas. Elle garda le regard fixé sur l'homme en face d'elle, et avec toute la dignité dont elle avait hérité, répondit par un seul mot, clair et net. Oui, une larme solitaire s'échappa des yeux de M. Blanchard et roula sur sa joue ridée. Il ne fit aucun geste pour l'essuyer. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Il fit un pas de plus et, avec une gentillesse paternelle, prit la main d'Élise entre les siennes. « J'étais le meilleur ami de votre père. Auguste était l'homme le plus intègre, le plus brillant que j'ai jamais connu. » Il leva les yeux et, pour la première fois, regarda par-dessus l'épaule d'Élise, directement vers Adrien, qui était figé à quelques mètres de là. La voix de Blanchard devint plus forte, plus ferme, pour que tous puissent entendre. « Ce qui lui est arrivé, ce qu'on a fait à sa famille, ce n'était pas des affaires. C'était une atrocité, une souillure sur l'histoire de cette ville, une plaie jamais refermée. L'accusation, bien que voilée, était sans équivoque. Une onde de choc parcourut le groupe. Le mystère entourant Élise était résolu, mais la vérité était plus scandaleuse que quiconque aurait pu l'imaginer.
L'héritière perdue de la famille déshonorée Renaud était là, au milieu d'eux, comme une apparition. Monsieur Blanchard se tourna de nouveau vers Élise, son visage s'adoucissant. « C'est un honneur indescriptible de vous voir ici, ma chère. Un honneur que je pensais que la vie ne m'accorderait plus jamais. » La dynamique du pouvoir dans la salle changea de manière irréversible. Adrien était paralysé, l'accusation implicite de Blanchard le clouant sur place. Il était l'hôte, mais se sentait soudain comme un accusé au tribunal. Et puis, Monsieur Blanchard montra pourquoi il était un maître de son univers. Avec une douceur consommée, il devint le bouclier d'Élise. Il garda la main d'elle sur son bras et se tourna vers le groupe. « Julien, vous devez entendre l'histoire de comment le père d'Élise a découvert le peintre Moreau dans un petit café à Paris. Une histoire fascinante. Il commença à la présenter à son propre cercle d'amis, des hommes et des femmes de sa génération, dont les fortunes étaient anciennes et dont les noms étaient synonymes de respect. Et il ne la présentait pas comme Élise, il la présentait avec une formalité pleine d'intention. « J'aimerais que vous rencontriez Élise Renaud. » Le nom flottait dans l'air, reconstruisant un héritage, brique par brique. Chaque fois qu'il le prononçait, c'était un coup porté à l'empire de Courcy. Il la protégea de sa présence, détournant les questions curieuses avec une anecdote charmante, écartant les mondaines venimeuses d'un regard froid et construisant autour d'elle une forteresse sociale impénétrable. Adrien tenta de s'approcher une dernière fois, mais Blanchard le vit arriver et, avec un timing parfait, se tourna vers lui avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. « Adrien, mon garçon, nous parlions justement du bon vieux temps. De comment, au final, la seule chose qu'un homme possède vraiment, c'est son nom et sa parole. Une leçon que votre père, avec son style audacieux, a peut-être parfois oublié, n'est-ce pas? La menace était polie, mais létale. Adrien recula, complètement défait. La troisième bataille avait été remportée par un allié qu'Élise ne savait pas qu'elle avait. Et elle se tenait maintenant à ses côtés, non plus comme la mystérieuse femme en vert, mais comme Élise Renaud, un nom qui venait d'être ressuscité, un fantôme qui avait désormais un protecteur très réel, très puissant. Et de l'autre côté de la salle, Adrien ne pouvait qu'assister, impuissant, au passé qu'il pensait enterrer dansant gracieusement au cœur de sa fête. Tandis qu'Élise était enveloppée par la chaleur et le respect du cercle de Monsieur Blanchard, Adrien l'observait de loin, isolé sur une île de fureur. Chaque sourire qu'elle recevait, chaque rire poli que le groupe partageait, était un coup personnel, une nouvelle couche d'humiliation publique. Lui, Adrien de Courcy, l'hôte, le roi, était devenu un spectateur à sa propre fête, éclipsé par une femme qui, la veille encore, nettoyait ses chaussures. La défaite intellectuelle face à elle et l'avertissement voilé de Blanchard avaient acculé sa rage, la transformant en quelque chose de plus volatile et venimeux. Il sentait le contrôle de son univers lui glisser entre les doigts. Chloé, à ses côtés, attisait le feu. « Regarde-les » siffla-t-elle, la voix pleine de venin. « Le vieil homme et l'orpheline. Ils se moquent tous de toi, Adrien. De nous. Tu vas laisser cette racaille faire de toi une blague ?» Ces mots furent l'étincelle dont il avait besoin. Un interrupteur bascula dans son esprit. La sophistication avait échoué. Le pouvoir social s'était retourné contre lui. La logique et la raison étaient inutiles contre le fantôme qu'Élise représentait. S'il ne pouvait pas la battre à son propre jeu, il l'entraînerait dans le sien. Un jeu plus sale, plus physique. Il la regarda, elle et la robe émeraude qui était la source de tout son pouvoir ce soir-là. L'armure. S'il pouvait détruire l'armure, peut-être pourrait-il enfin briser la femme à l'intérieur. L'idée était brutale, primitive, née du désespoir d'un roi perdant son trône. Il devait la marquer, la souiller, apporter le désordre à son élégance parfaite. Ses yeux balayèrent la salle, cherchant une arme, et il la trouva. Un jeune serveur, au visage pâle et effrayé, naviguait à travers la foule avec un plateau d'argent rempli de verres de vin rouge, sombre et sanglant sous les lumières du lustre. Adrien se déplaça avec une intention prédatrice, interceptant le jeune homme près d'une colonne, loin des regards les plus attentifs. « Comment vous appelez-vous » demanda Adrien, la voix dangereusement calme. «
Marc, monsieur, balbutia le serveur, intimidé par la proximité de l'hôte. Adrien sortit une liasse de billets de sa poche. C'était une somme obscène, plus que ce que le jeune homme gagnait probablement en 6 mois. Il la pressa contre la poitrine du serveur. « Marc, dit-il, les yeux froids comme la glace, j'ai besoin que vous ayez un petit accident. Vous voyez cette femme en robe verte ?» Il désigna subtilement de la tête. « Dans quelques minutes, vous allez passer près d'elle et vous allez trébucher. Tout le plateau, sur sa robe. Compris? Faites en sorte que ça ait l'air réel. » Le visage de Marc devint blanc. Il regarda l'argent, puis la silhouette élégante d'Élise. « Monsieur, je ne peux pas, je vais être renvoyé. » Adrien sourit, un mouvement glacial de ses lèvres. « Si vous ne le faites pas, je vous garantis que non seulement vous serez renvoyé, mais que vous ne travaillerez plus jamais dans un seul restaurant ou événement de cette ville. Si vous le faites, il tapota l'argent, ceci est à vous, et je dirai moi-même à tout le monde que c'était un simple et pardonnable accident. Le choix n'en était pas un. C'était une sentence. Tremblant, le jeune serveur acquiesça, la peur et la honte se livrant bataille dans ses yeux. De retour dans le cercle d'Élise, l'atmosphère était d'une chaleureuse nostalgie. Monsieur Blanchard était au milieu d'une anecdote sur le père d'Élise, à propos d'une partie de pêche, où il avait insisté pour relâcher le plus gros poisson qu'il ait jamais attrapé, parce que la beauté du combat était suffisante. Élise écoutait, un sourire sincère et mélancolique sur son visage. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, elle se sentait connectée, non pas à un passé de douleur, mais à un héritage de joie et d'honneur. C'est à ce moment de chaleur et d'appartenance que l'agression survint. Elle remarqua le serveur s'approcher, le visage tendu, les yeux fixés sur elle avec une panique à peine dissimulée. Quelque chose dans sa posture la mit en alerte. Puis, tout se passa en une fraction de seconde cinématographique. Le trébuchement était maladroit, forcé. Le plateau d'argent s'inclina dans un arc impossible, et une cascade de vin rouge vola dans les airs pour s'écraser sur le devant de la robe d'Élise. Un cri collectif et étouffé parcourut la salle. La musique sembla s'arrêter. Le vin sombre se répandit sur le tissu émeraude comme une hémorragie, une tache laide et grotesque qui détruisit la perfection de la pièce. La soie, autrefois immaculée, semblait maintenant blessée, violée. Pendant un instant, le silence fut absolu. Tous les yeux étaient sur Élise, attendant la réaction. Des larmes, la panique. Une course désespérée vers les toilettes. De l'autre côté de la salle, Adrien regardait avec un sourire de pure satisfaction. Enfin, il l'avait touchée, il l'avait marquée, il l'avait ramenée sur terre, dans le monde de la saleté et des accidents, le monde auquel elle appartenait. Cependant, la réaction qui l'attendait ne vint jamais. Élise baissa les yeux vers la tache qui défigurait l'héritage de sa mère. Un instant, une expression de douleur sincère et profonde traversa son visage. C'était un sacrifice. L'armure avait été endommagée. Mais alors, elle releva la tête. Elle regarda le serveur, Marc, qui était pâle comme un fantôme, balbutiant des excuses incohérentes. D'un geste d'une grâce presque incroyable, elle posa une main apaisante sur son bras. « Calmez-vous, dit-elle, sa voix claire et ferme. Ne vous inquiétez pas, c'est un accident. Tout va bien. » Cet acte de compassion, au moment de sa propre agression, fut la première partie de sa victoire. Monsieur Blanchard et Julien Delacroix la regardaient avec une admiration renouvelée. Puis, Élise passa à l'action. Avec un calme délibéré, elle porta la main à son épaule, où un petit objet en argent était épinglé, presque invisible. C'était une broche que sa grand-mère avait insisté pour qu'elle porte, au cas où tu aurais besoin d'un bouclier supplémentaire. C'était une pièce ancienne, en forme d'une unique feuille de chêne, un symbole de résistance et de force. De ses doigts agiles, elle la détacha. Ignorant les mouchoirs et les serviettes qu'on lui tendait, elle saisit la partie tachée de la robe. En 3 plis rapides et précis, elle créa un drapé asymétrique et élégant, une superposition de tissus qui ne cachait pas la tache, mais l'avalait, la transformait, et puis, au point de rencontre des plis, elle épingla la broche en feuille de chêne. La transformation fut miraculeuse. La tache de vin avait disparu, et à sa place se trouvait un détail de design éblouissant et intentionnel.
La broche en argent brillait contre le vert profond, et le nouveau pli donnait à la robe une qualité sculpturale, avant-gardiste. L'agression était devenue un accessoire, la blessure était devenue un point de force. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Ce n'était pas seulement de l'admiration, c'était de la révérence. Ce n'était pas simplement gérer un problème, c'était de l'art, c'était de l'alchimie. Avec la grâce d'une ballerine, Élise se tourna lentement, permettant à tous de voir la solution brillante. Et puis, elle leva les yeux et regarda à travers la salle, croisant le regard d'Adrien. Elle ne sourit pas. Il n'y avait aucun triomphe sur son visage, juste un calme inébranlable, un pouvoir serein. Son regard était un message, clair comme du cristal. « Vous ne pouvez pas me briser. Vous ne pouvez pas me souiller. Chaque arme que vous utiliserez contre moi, je la transformerai en bijou. » Le sourire d'Adrien se désintégra, remplacé par une expression de choc et d'incrédulité. Il n'avait pas seulement échoué à l'humilier, il l'avait aidé à devenir encore plus magnifique. À ce moment, il réalisa avec un frisson dans le dos qu'il ne se battait pas contre une femme de ménage. Il se battait contre une force de la nature, et il était en train de perdre misérablement. L'acte d'alchimie d'Élise, transformant une attaque en triomphe, scella son statut à la fête. Elle n'était plus seulement une invitée mystérieuse ou une héritière ressuscitée, elle était la protagoniste incontestée de la soirée. Les invités, qui l'observaient auparavant avec curiosité, s'approchaient maintenant avec une admiration palpable. Ils ne voulaient pas seulement être vus avec elle, ils voulaient comprendre la source de sa force. Aux côtés de M. Blanchard, qui agissait comme un premier ministre orgueilleux, elle naviguait dans les conversations avec une assurance à la fois humble et inébranlable. Sa victoire ne l'avait pas rendue arrogante. Elle avait approfondi son calme. En contraste direct, la solitude d'Adrien était désormais un spectacle public. Lui, qui se délectait d'être le soleil autour duquel toutes les planètes tournaient, était maintenant un trou noir, aspirant la lumière autour de lui. Les invités détournèrent le regard, leur conversation baissant de ton lorsqu'ils s'approchaient. La brutalité de son attaque ratée l'avait dépouillé de son aura de pouvoir, révélant le noyau d'une instabilité infantile et gâtée. Dans un monde qui valorisait le contrôle par-dessus tout, il avait perdu le sien de façon spectaculaire. Chloé, incapable d'offrir le moindre réconfort ou stratégie, ne faisait qu'augmenter sa misère, son visage un masque de ressentiment. La monnaie du pouvoir dans la salle avait changé. Il ne s'agissait plus du nom de coursier ou des soldes bancaires, il s'agissait de caractère, et celui d'Adrien venait d'être publiquement déclaré en faillite. De l'autre côté de la salle, près des portes du balcon, M. Blanchard et M. Sterling échangèrent un regard. C'était un moment de communication silencieuse entre deux hommes de monde différents, mais qui reconnaissaient la même vérité fondamentale. Sterling, l'investisseur pragmatique, voyait en Adrien un actif volatile, un risque pour son capital. Sa réaction à l'accident du vin n'était pas celle d'un leader, mais celle d'un tyran perdant le contrôle. Blanchard, le gardien de l'honneur, voyait en Adrien la répétition des péchés de son père, une souillure qui devait être contenue avant qu'elle ne cause plus de dommages. Tous deux voyaient en Élise le contraire. La stabilité, l'intelligence et une force de caractère qui était le fondement de toute entreprise durable. Leur loyauté n'allait pas à Adrien, l'homme, mais à l'idée d'un avenir stable et prospère. Et Adrien devenait la plus grande menace pour cet avenir. D'un hochement de tête presque imperceptible, ils formèrent une alliance. Il était temps de tester l'intégrité du navire d'Adrien, de voir si les poutres de soutien étaient encore solides. Leur cible était évidente. Marcelo, le directeur des opérations de Courcy. Marcelo était le contrepoids d'Adrien, un homme d'une 50aine d'années, calculateur, discret et implacablement logique. Si Adrien était le moteur bruyant de l'entreprise, Marcelo était le système de navigation silencieux qui l'empêchait de s'écraser. Il n'était pas l'ami d'Adrien, il était son partenaire commercial, et sa loyauté allait au bilan, pas à l'ego de son PDG. Tout au long de la soirée, il avait observé les événements avec une préoccupation croissante et mal dissimulée.
Avec la douceur de prédateurs expérimentés, Sterling et Blanchard convergèrent vers Marcelo. Ils le trouvèrent près du bar, où il observait la fête avec le regard distant d'un général évaluant un champ de bataille. L'apparition soudaine des deux hommes les plus âgés et les plus respectés de la salle à ses côtés fut comme le claquement d'un tonnerre silencieux. « Marcelo !» commença Sterling, sa voix désinvolte, mais d'un poids indubitable. « Une soirée mémorable. Votre PDG sait certainement comment organiser une fête. » Le compliment était un couteau, et le léger sarcasme n'échappa pas à Marcelo. « Adrien a toujours été un homme de grands gestes, » répondit Marcelo, diplomate, mais ses yeux étaient prudents. Monsieur Blanchard sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. De grands gestes, en effet. Mais parfois, ce sont les gestes silencieux qui définissent la vraie valeur. Il marqua une pause, regardant en direction d'Élise. Prenez la jeune Élise Renaud, par exemple. Quelle démonstration de grâce et de résilience. C'est une qualité qui ne se fabrique pas, n'est-ce pas? On l'a ou on ne l'a pas. La famille Renaud l'a toujours eue. Une vision claire, des nerfs d'acier. Ils construisaient pour durer. La comparaison était explicite. L'héritage solide des Renaud contre la volatilité des de Courcy. Marcelo resta impassible, mais un muscle de sa mâchoire se contracta. Sterling, le maître du pragmatisme, ramena la conversation sur le terrain que Marcelo comprenait le mieux. Le risque. Exactement, Ottavio. La résilience, c'est ce que je recherche chez un leader avant de faire le genre d'investissement que nous discutons. Il se tourna vers Marcelo. J'observais Adrien pendant ce malheureux incident avec le vin. Sa réaction, c'était intense. La passion est un moteur puissant en affaires, nous le savons tous. Mais le tempérament Marcelo, le tempérament incontrôlé est un incendie. Il peut tout réduire en cendres, y compris l'argent des investisseurs. La menace était claire comme le jour. Votre leader est instable, et je reconsidère notre accord de plusieurs millions à cause de cela. Marcelo sentit une goutte de sueur se former sur son front. Adrien prend l'entreprise très au sérieux. Il a senti que la soirée était sabotée. « Sabotée !» dit Blanchard avec une fausse innocence. « Mon cher Marcelo, un vrai leader n'est pas saboté. Il s'adapte. Il transforme le champ de bataille à son avantage. » Il regarda de nouveau Élise, qui riait maintenant de quelque chose que Julien Delacroix avait dit. La jeune femme a transformé un acte de pure malveillance en un moment de triomphe. Ce n'est pas seulement de la classe, c'est de la stratégie du plus haut niveau. Le genre de pensée qui transforme les entreprises en empires au lieu de simplement les gérer jusqu'au prochain scandale. Les mots restèrent en suspens, lourds de sens. Sterling et Blanchard n'avaient pas besoin d'en dire plus. Ils avaient planté la graine du doute dans le sol le plus fertile possible, l'esprit d'un homme pragmatique qui déteste les risques. Ils avaient donné à Marcelo une nouvelle équation à calculer. Le risque de rester loyal à un leader émotionnellement instable contre l'opportunité représentée par le calme stratégique qu'Élise incarnait. D'un signe de tête poli, les deux hommes plus âgés s'éloignèrent, laissant Marcelo seul avec ses pensées. Il prit un verre au bar, mais ne le but pas. Son regard se déplaça dans la salle. Il vit Adrien de l'autre côté de la pièce, maintenant dans une discussion animée et chuchotée avec Chloé, son visage tordu de colère. Il paraissait petit, pétulant. Puis, son regard se posa sur Élise. Elle se tenait droite et sereine, sa robe modifiée un témoignage silencieux de sa force, le centre d'un cercle de pouvoir et de respect. Marcelo regarda de l'un à l'autre, du passif à l'actif, du risque à l'opportunité. Et dans ses yeux, pour la première fois ce soir-là, la loyauté inconditionnelle qu'il avait pour Adrien commença à vaciller. La première fissure dans les fondations de l'empire de Courcy était apparue, non pas causée par une attaque frontale, mais par la conviction silencieuse et unie que le roi était en fait nu et dangereux. Les victoires, l'une après l'autre, avaient construit une forteresse autour d'Élise, mais chaque brique posée avait son coût émotionnel. Elle était au centre de l'attention, protégée par de nouveaux et d'anciens alliés, mais l'adrénaline qui l'avait soutenue pendant des heures commençait à céder la place à une fatigue profonde, un épuisement qui venait de l'âme.
Elle était la preuve vivante qu'on peut gagner une guerre en souriant, mais que cela reste une guerre. Elle avait besoin d'un moment, un instant pour respirer un air qui ne soit pas chargé du poids de 1000 regards, un air qui ne sente pas le champagne et l'intrigue. Avec une excuse polie à Monsieur Blanchard, promettant de revenir dans quelques instants, elle s'éloigna de la chaleur de son cercle protecteur. Elle navigua à travers la foule, qui s'ouvrait désormais pour elle avec respect, et trouva ce qu'elle cherchait. Un ensemble de portes vitrées menant à un long et étroit balcon de pierre, oublié par la plupart des invités. Elle glissa à l'extérieur, et le silence l'enveloppa comme un manteau. Le son de l'orchestre et des conversations devint un murmure lointain. L'air de la nuit était frais et pur. En contrebas, les jardins de l'hôtel particulier formaient un labyrinthe d'ombre et de géométrie. Appuyée contre le parapet de pierre froide, Élise s'autorisa enfin à digérer la soirée. Elle revisita chaque bataille dans son esprit. L'humiliation de l'invitation, qu'elle avait transformée en défi, l'entrée triomphale, un acte de pure volonté, le piège intellectuel de Chloé, qu'elle avait désamorcé avec le savoir hérité de ses parents, l'attaque physique contre sa robe, qu'elle avait transformée en un acte de création artistique. Chaque épreuve avait été surmontée. Elle réalisa, avec une clarté aveuglante, que sa force ne venait pas seulement de la robe de Léandre ou du nom Renaud. Elle venait d'un endroit bien plus profond, d'une résilience forgée dans le feu silencieux d'années de difficultés, de la dignité enseignée par sa grand-mère. Elle sentit une vague de fierté calme. Elle était venue pour survivre à une humiliation, et, au lieu de cela, avait conquis le respect de ce monde hostile. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que la victoire morale était toute la justice dont elle avait besoin. C'est à ce moment de réflexion silencieuse que les voix parvinrent. Elles s'échappèrent d'une pièce adjacente dont les portes donnant sur le balcon étaient entr'ouvertes. C'étaient des voix masculines, basses et tendues, coupant la nuit comme des couteaux. Elle reconnut l'une d'elles immédiatement. C'était Adrien. L'autre, plus calme et plus désespérée, était celle de Marcelo, son associé. « Tu as complètement perdu la tête, Adrien ?» siffla Marcelo. « Tu ne vois pas ce qui se passe ici? Sterling est à 2 doigts de se retirer. Blanchard nous regarde comme si nous étions des criminels. Tu as la moindre idée de ce que cela signifie pour l'accord d'expansion ?» La réponse d'Adrien fut un grognement de mépris. Sterling est un lâche qui s'impressionne d'une jolie robe. Il a plus besoin de nous que nous de lui. Et Blanchard est un fossile. Personne ne se soucie de ce qu'il pense. Tout le monde s'en soucie. La voix de Marcelo monta d'une octave pleine de panique. Il se soucie de la stabilité, et tu agis comme un empereur fou à cause d'une fille. C'est à cause de cette vieille histoire des Renaud, n'est-ce pas? Pour l'amour de Dieu, Adrien, ça fait 20 ans. Tu crois que j'ai oublié comment ton père a bâti cet empire? L'acquisition hostile des actifs Renaud a été la base que nous avons utilisée pour financer tout ce que nous avons construit. Si la presse financière déterre les détails de cette histoire maintenant, avec leur héritière en plein milieu de ta fête, nous sommes finis. Élise retint son souffle, le corps raide dans l'obscurité. Le lien qu'elle suspectait était en train d'être confirmé. Mais la révélation qui suivit fut ce qui transforma son sang en glace. Adrien laissa échapper un rire amer et cruel. « L'histoire ne sera pas déterrée, parce qu'il n'y a plus rien à déterrer. Marcelo, imbécile, tu ne comprends pas le but de cette soirée, le vrai but ?» Il marqua une pause. Et Élise pouvait l'imaginer s'approcher de son associé, la voix baissant pour devenir un murmure conspirateur. Le dernier joyau de la couronne, le dernier actif des Renaud que personne ne savait exister encore, la fondation pour les arts que Liana Renaud rêvait de créer, l'acte original, le capital de départ. Il n'a jamais été enregistré, mais les statuts et les titres qui le garantissaient sont restés dans un compte séquestre oublié. Notre service juridique les a trouvés il y a 6 mois. Élise sentit le sol disparaître sous ses pieds. La fondation de sa mère. Cet acte, continua Adrien, la voix triomphante, c'est la garantie finale que nous offrons pour conclure le prêt avec la banque de Sterling. C'est notre va-tout. Pur, propre, intouché. Ce soir, ce gala devait être la célébration silencieuse de cela.
la célébration de boucler la boucle pour toujours, d'utiliser leur dernier rêve pour financer notre avenir. Et cette femme de ménage est apparue de nulle part pour gâcher la fête. Le puzzle était complet. L'image qu'il formait était monstrueuse. Il ne s'agissait pas seulement du passé, il s'agissait du présent. Il s'agissait du vol final, de la profanation du dernier et plus sacré rêve de sa mère. L'invitation, la fête, la charité, c'était la danse de la victoire d'un voleur sur la tombe de sa victime. Le calme qu'Élise ressentait quelques instants auparavant s'évapora, remplacé par une fureur froide, blanche et absolument claire. La douleur, la tristesse, la fatigue, tout disparut. À leur place, il n'y avait qu'un dessin d'acier. Les leçons de la nuit lui revinrent, mais avec une nouvelle signification. Sa grâce, son intelligence, sa résilience n'étaient plus des boucliers pour se défendre. C'étaient les armes dont elle avait besoin pour attaquer. Survivre à la nuit n'était plus une option. Gagner la nuit n'était plus suffisant. Elle devait détruire son monde, tout comme le père de celui-ci avait détruit le sien. Élise s'éloigna des ombres du balcon. Elle ne recula pas dans l'obscurité, mais avança vers la lumière bruyante et aveuglante de la salle de bal. Son visage était un masque de détermination sereine. Chaque pas était délibéré, lourd. Elle n'était plus une invitée, une victime ou même une victorieuse. Elle était le juge, le jury et, dans quelques minutes, serait l'exécutrice de la sentence. La transition était complète. Le point culminant était sur le point de commencer. Élise traversa la salle de bal et la mère de Jean s'écarta devant elle. Son passage n'était plus celui d'une invitée, mais celui d'une force de la nature, une marée silencieuse se dirigeant vers son destin. La sérénité sur son visage s'était transformée en quelque chose de plus dur, un calme forgé non pas dans l'acceptation, mais dans l'imminence de la bataille. Ses yeux ne parcouraient plus la foule. Ils étaient fixés sur la petite scène au fond de la salle, où un pupitre orné et un microphone attendèrent le discours de l'hôte. Elle était un missile téléguidé de pure intention. Monsieur Blanchard la vit approcher, et son instinct aiguisé perçut le changement radical. La femme qui l'avait protégée toute la nuit n'avait plus besoin d'un bouclier. Elle était elle-même devenue l'épée. Il fronça les sourcils, une question silencieuse dans les yeux. Élise le croisa d'un regard rapide mais intense. Il y avait là une demande et une promesse. « Faites-moi confiance ». Et Ottavio Blanchard, qui avait fait confiance à son père des décennies auparavant, décida à cet instant de faire confiance à la fille. Il hocha subtilement la tête, un général donnant carte blanche à son meilleur soldat. Les lumières de la salle diminuèrent légèrement, concentrant l'attention sur la scène. Un maître de cérémonie, à la voix de stentor, monta les marches. « Mesdames et messieurs, veuillez applaudir notre hôte, l'homme dont la vision façonne l'avenir de notre ville, le président de Courcy Global, Monsieur Adrien de Courcy. » Les applaudissements qui suivirent furent polis, mais remarquablement tièdes. Il y avait des trous dans le son, des hésitations. Le pouvoir d'Adrien, autrefois absolu dans cette salle, avait été remis en question et blessé. Il monta sur scène, néanmoins, avec une façade de confiance renouvelée. Il s'était ressaisi après la discussion avec Marcelo, la peur le poussant à une performance finale et désespérée. Ce discours était sa dernière chance de reconquérir la salle, de reconquérir Sterling, de réaffirmer qu'il était le roi. Il agrippa les côtés du pupitre, son sourire blanc brillant sous les lumières. « Merci, merci à tous d'être ici », commença-t-il, la voix résonnant d'une autorité forcée. « Ce soir, nous célébrons plus qu'une simple année de succès. Nous célébrons la vision, nous célébrons l'avenir. » Il parlait par slogan, des clichés d'entreprise polie pour sonner comme de la sagesse. Il parla de synergie, d'innovation de rupture et d'héritage. Chaque mot était une pièce d'armure verbale qu'il revêtait à la hâte. Un héritage, continua-t-il, regardant directement la table où M. Sterling était assis, ne concerne pas seulement ce que nous construisons pour nous-mêmes, mais la base solide que nous laissons aux générations futures. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer ce soir le lancement de l'initiative Avenir de Courcy,
un nouveau fonds philanthropique de 50 millions d'euros dédié à... Pendant qu'il parlait, Élise se déplaçait. Avec une grâce silencieuse, elle contourna la foule et s'approcha d'un pupitre plus petit sur le côté de la scène utilisé par le maître de cérémonie. Il avait son propre microphone, momentanément oublié. Personne de l'équipe de sécurité ou de sonorisation ne la remarqua. Ils étaient tous hypnotisés par la performance d'Adrien, le soleil tentant désespérément de briller à nouveau. Adrien approchait de son grand final. Parce que, au final, le succès de toute entreprise, de tout héritage, dépend de garanties solides, de partenariats de confiance et du courage d'honorer le passé pour construire un avenir meilleur pour tous. Il fit une pause pour boire une gorgée d'eau, pour laisser le slogan résonner. C'était le seul moment de silence dont Élise avait besoin. Elle se pencha vers le microphone. Sa voix n'était pas forte, pas agressive. Elle était calme, claire et chargée du poids de la vérité. Et le système de sonorisation, parfaitement calibré, la porta à chaque coin de la salle. « C'est une belle histoire, monsieur de Courcy, vraiment touchante. » La phrase coupa l'air comme un diamant coupant du verre. L'orchestre, qui se préparait à jouer, s'arrêta. Les conversations qui commençaient à bouillonner s'éteignirent. 1000 coups se tournèrent à l'unisson, comme un seul organisme, en direction de cette voix calme. Adrien se figea, la main tenant le verre d'eau à mi-chemin de ses lèvres. Son visage passa de la confiance à l'incrédulité, puis à une fureur pure et non dissimulée. Marcelo, debout près du bar, devint blanc comme un linge. Élise sortit de l'ombre, entièrement visible. « Mais puisque nous sommes dans une soirée d'histoire, continua-t-elle, sa voix ne faiblissant jamais, permettez-moi d'en raconter une autre, une histoire aussi sur les héritages et sur ce que signifie vraiment honorer le passé. » Elle avait maintenant le contrôle absolu de la salle. Chaque personne était prise dans son sortilège, dans son audace monumentale. Ignorant le regard meurtrier d'Adrien, elle s'adressa à l'auditoire. Il était une fois, dans cette même ville, une famille qui croyait en la construction de ponts, pas de murs, commença-t-elle, sa voix tissant un conte de fées sombre. Leur capital n'était pas seulement de l'argent, c'était la confiance. Ils finançaient les rêves des artistes, pariaient sur des idées avant qu'elles ne soient populaires, et croyaient que la plus grande richesse d'une ville était son âme créative. Elle marqua une pause, laissant l'image s'installer. Mais il y avait une autre famille, une famille qui voyait la confiance comme une faiblesse à exploiter, qui voyait l'art non pas comme une expression, mais comme un actif à liquider. Ils ne construisaient pas, ils prenaient. Avec des mensonges, chuchotés dans les couloirs des banques, avec des contrats qui étaient des pièges. Ils ont démantelé l'empire de la première famille, brique par brique, jusqu'à ce qu'il ne reste que des ruines et un nom souillé. Les plus âgés dans la salle, y compris Sterling, commencèrent à comprendre. L'histoire était terriblement familière. On croyait que ces vautours avaient tout dévoré, dit Élise, sa voix baissant, attirant tout le monde plus près. Mais ils ont oublié une chose, le rêve le plus cher et final de la famille déchue, une fondation pour les arts, un sanctuaire pour protéger les artistes des tempêtes du marché, un dernier bastion d'espoir. Elle se tourna alors et, pour la première fois, regarda directement Adrien, qui était paralysé sur scène, une statue de rage impuissante. « Ce soir, monsieur de Courcy, vous avez parlé de garantie solide. » Quelle coïncidence extraordinaire, parce que j'ai découvert récemment que le dernier rêve de cette famille, l'acte original de leur fondation, est utilisé en ce moment même comme la garantie finale pour un prêt de plusieurs millions. Un hoquet collectif parcourut la salle. L'accusation était monstrueuse. Le dernier acte de profanation, dit Élise, la voix ferme comme l'acier, déguisée en un coup d'affaire brillant. Le pillage de la tombe d'un héritage pour financer l'avenir de l'homme qui l'a détruit. L'accusation était dans l'air, lourde et venimeuse. Maintenant, la preuve. Élise se tourna légèrement et prit un petit sac en soie qui était à son épaule, un détail que personne n'avait remarqué. De l'intérieur, elle sortit un unique morceau de papier, plié et jauni par le temps. Ce n'était pas un document juridique complexe, c'était quelque chose de bien plus puissant. « Mon grand-père » dit-elle, la voix maintenant empreinte d'une émotion contenue.
était un homme prudent. Il gardait des copies de tout, y compris la proposition originale et manuscrite de sa fondation. Elle déplia le papier. Et dans cette proposition, il y a une clause, ajoutée de sa propre main. Une clause qui stipule que, si la fondation n'était pas utilisée à des fins artistiques, un fonds d'urgence, garanti par un ami de confiance, serait dissous, rendant l'actif principal insolvable et sans valeur. Elle leva les yeux du papier. Une clause de sécurité, signée par ce même ami. Un ami qui, par hasard, nous honore de sa présence ce soir. Elle regarda directement la table d'Ottavio Blanchard. Lentement, avec la solennité d'un juge prononçant une sentence, M. Blanchard se leva. Il ne dit pas un mot. Il resta simplement debout, le visage un masque de tristesse et de résolution, son corps un témoignage vivant de la vérité d'Élise. Le premier acte du point culminant était complet. L'histoire racontée, la preuve présentée, le complice de la vérité révélée. Adrien se tenait seul sur scène, pris entre le récit dévastateur d'Élise et la figure imposante de l'homme qui pouvait confirmer chaque mot. Le silence qui suivit la déclaration d'Élise et la levée de M. Blanchard fut le plus lourd de toute la soirée. C'était le silence d'un vide, le moment suspendu entre l'éclair et le tonnerre. Chaque personne dans la salle était captivée, regardant le drame qui se déroulait sur scène. La jeune femme, sereine dans sa juste fureur, et l'homme plus âgé, une statue d'intégrité. Et entre eux, Adrien, le roi dans son château, soudainement transformé en prisonnier sur sa propre scène. Un instant, il sembla s'effondrer. Son visage se tordit en un masque de panique pure, les yeux sautant d'Élise à Blanchard et à la foule. Mais l'instinct de survie d'un prédateur est fort. Acculé, il ne se rendit pas. Il attaqua. Un rire laid, fort et forcé explosa de ses lèvres, résonnant dans le système de sonorisation. Il choqua l'auditoire par sa dissonance. « C'est du théâtre de l'absurde !» cria-t-il dans le microphone, essayant de reprendre le contrôle par la force brute. Il pointa un doigt tremblant vers Élise. « C'est de la folie. Vous écoutez tous une ex-employée aigrie. » Il cracha le mot, essayant de la dépouiller de son pouvoir, de la réduire à nouveau à son ancienne position. Une femme de ménage, qui a été renvoyée pour incompétence et qui maintenant, par je ne sais quel miracle, se procure une belle robe et envahit ma fête avec un conte de fées sur de vieux papiers et des clauses secrètes. Il se tourna vers M. Blanchard, essayant de l'isoler avec condescendance. « Et M. Blanchard, avec tout le respect que je lui dois, est un homme d'une autre époque, un ami sentimental d'une famille qui, soyons honnêtes, a fait faillite par mauvaise gestion, pas à cause d'une quelconque conspiration maléfique. Ils n'ont pas su rivaliser dans le monde moderne. Nous si. Ce n'est pas un crime, c'est la nature des affaires. » C'était une défense désespérée, un appel au cynisme et à la cupidité de la salle. Ils pariaient que leur amour de l'argent serait plus grand que leur respect de la vérité. « Ne vous laissez pas abuser par cette performance mélodramatique !» hurla-t-il, tentant de rallier ses troupes. « Ne laissez pas une histoire de vengeance personnelle mettre en péril le progrès qui nous profite à tous, les emplois que nous créons, la prospérité que nous générons. » Un instant terrifiant, il sembla qu'il pourrait réussir. La foule hésita, une bête incertaine de quel côté se ranger. L'accusation était grave, mais Adrien était l'un des leurs, un pilier de leur monde de richesse et de pouvoir. Ce fut le calme d'Élise qui le détruisit. Elle ne répondit pas à ses accusations, ne se défendit pas. Elle l'observa simplement, son regard égal et sans peur, laissant sa panique et sa laideur remplir la scène. Et puis, elle se pencha vers son micro et ne dit que 6 mots, sa voix un contrepoint mortel à ses hurlements. « La vérité n'a pas besoin de crier, monsieur de Courcy. » Ces mots, prononcés avec une sérénité absolue, furent l'étincelle finale. L'incapacité de l'ébranler, de l'entraîner dans la boue avec lui, brisa le dernier fil de son sang-froid. La façade polie du PDG se désintégra complètement, révélant le garçon gâté et furieux en dessous. « Votre !» rugit-il, la voix déformée par la colère, le visage rouge et tordu. « Votre menteuse insolente ! Envieuse, vous croyez pouvoir venir ici avec votre robe ridicule,
que vous avez probablement volé et détruire tout ce pourquoi j'ai travaillé. Vous n'êtes qu'une femme de ménage, et c'est tout ce que vous serez toujours. » Le venin dans sa voix, le mépris de classe nu et cru, choqua la salle plus que toute révélation financière. Il avait, par ses propres mots, confirmé être exactement le monstre qu'Élise avait décrit. Il s'arrêta, haletant, réalisant trop tard ce qu'il avait fait. Il s'était démasqué. Et puis, le marteau tomba. D'abord, ce fut M. Blanchard. Avec une immense dignité, il se dirigea vers le pupitre d'Élise. Elle recula d'un pas, lui cédant la scène. Il n'avait pas besoin de papier. La vérité était gravée dans sa mémoire. Sa voix, contrastant avec les cris d'Adrien, était grave, résonnante et pleine d'une autorité incontestable. « Je ne suis pas sénile, Adrien, » dit-il, le regard fixé sur l'homme plus jeune, « et ma mémoire est impeccable. La clause d'insolvabilité est réelle. Le fonds d'urgence que mon ami Auguste et moi avons créé est réel. Et en tant que seul administrateur survivant, je suis l'exécuteur de ce fonds. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses prochains mots s'installer. « La garantie que vous avez offerte à la banque de Mr. Sterling, l'actif que vous avez listé dans votre portefeuille, c'est du vent. Il ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Ce que vous avez commis, mon garçon, a un nom. Cela s'appelle une fraude. Si l'accusation d'Élise était un couteau, celle de Blanchard était une hache. Un murmure d'horreur parcourut l'auditoire. Le deuxième marteau vint de M. Sterling. Il se leva de sa table, le visage comme une pierre de granit. Il n'avait pas besoin de microphone. Sa voix froide trancha la salle. « Monsieur de Courcy !» déclara-t-il, chaque mot un clou dans le cercueil d'Adrien. « Mon organisation ne s'associe pas avec des fraudeurs. Nous n'investissons pas dans l'instabilité. Et nous ne faisons certainement pas affaire avec des tyrans capricieux. » Il ajusta sa veste. « Considérez notre proposition d'investissement et toute relation future comme définitivement terminée. Mes avocats prendront contact. » Sans un autre regard, l'investisseur le plus convoité de la ville se tourna et quitta la salle. Son départ, un verdict final et public. La chute était vertigineuse, mais il manquait le coup de grâce. Il vint de la personne à laquelle Adrien s'attendait le moins. Marcelo, son associé, qui avait assisté à tout avec une horreur croissante, monta sur scène. Son visage était gris, mais ses yeux étaient remplis d'une résolution froide. Il savait que la seule façon de sauver l'entreprise était d'amputer le membre malade. Il prit le microphone des mains d'un Adrien stupéfait et s'adressa à la foule choquée. « Au nom du conseil d'administration de Courcy Global, » dit Marcelo, sa voix ferme et officielle, « je voudrais présenter nos plus profondes et sincères excuses pour ce spectacle méprisable. » Il regarda Élise et Blanchard. « Les allégations faites ici ce soir sont d'une extrême gravité et seront traitées comme telles. Une enquête complète et indépendante sera lancée dès l'aube. » Il se tourna alors et regarda l'homme avec qui il avait bâti un empire. Et avec effet immédiat, M. Adrien de Courcy est suspendu de toutes ses fonctions et responsabilités en tant que PDG et président du conseil en attendant le résultat de l'enquête. Le coup de grâce, la fin, ruine sociale, financière et professionnelle, télévisée à l'élite de la ville. Adrien regarda autour de lui, le visage vide de compréhension, un roi déchu dans son propre château, maintenant en ruine. Les invités commencèrent à partir en masse, désireux d'échapper à la scène du désastre. Au milieu du chaos, seules deux figures restaient immobiles. Adrien, brisé sur la scène, et Élise, de l'autre côté, debout, la tête haute. Il n'y avait pas de sourire de triomphe sur son visage, juste le calme épuisé d'une justice qui avait enfin été rendue. Elle n'avait pas gagné avec de l'argent, du pouvoir ou de la violence. Elle avait gagné avec la vérité. Et sa victoire était totale, silencieuse et absolue. Le dénouement ne se termina pas par un fracas, mais par le son de 1000 murmures pressés et le froufrou de la soie et du taffetas dans une fuite en masse. La chute d'Adrien de Courcy fut si soudaine et complète qu'elle créa un vide de pouvoir, et la nature, surtout la nature humaine, a horreur du vide.
Les invités ne partèrent pas en panique, mais avec l'urgence morbide de touristes abandonnant le site d'une catastrophe naturelle. Ils devaient prendre leur distance, consulter leurs avocats, leurs courtiers, recalibrer leurs alliances. La fête était morte, ses couloirs désormais une morgue d'ambitions défaites et de canapés intacts. L'orchestre restait dans un silence choqué, ses instruments immobiles. Au milieu de l'exode, Adrien demeurait sur scène une statue de lui-même. Les lumières, qui le glorifiaient auparavant, l'exposaient maintenant dans sa ruine. Marcelo parlait à voix basse et ferme avec 2 gardes du corps, qui se postèrent discrètement à la base de la scène, non pas pour protéger Adrien, mais pour le contenir. Il n'était plus l'hôte, il était un problème à gérer. Chloé avait disparu, évaporée dans les premières ondes de choc, sa loyauté aussi superficielle que l'éclat de ses bijoux. Adrien était seul, dépouillé de son pouvoir, de ses alliés et de son arrogance, ne laissant derrière lui que la coquille fragile d'un homme. Élise l'observait de sa place, l'œil calme du cyclone qu'elle avait elle-même créé. Elle ne ressentit pas le pic d'euphorie qu'elle avait imaginé. Il n'y avait aucune joie dans sa victoire, aucune satisfaction dans sa destruction. En regardant la figure pathétique sur la scène, elle ne vit pas le monstre qui l'avait terrorisée, ni l'héritier d'une dynastie de voleurs. Elle vit seulement un garçon brisé, un homme si vide à l'intérieur qu'il avait dû combler son vide avec la ruine des autres. Et pour la première fois, elle ressentit une pointe de quelque chose qui ressemblait à de la pitié, une profonde tristesse pour le gâchis. Avec ce sentiment vint la libération finale. La haine s'éteignit, ne laissant derrière elle que des cendres et un silence épuisé. Le cycle était pour elle émotionnellement clos. Monsieur Blanchard s'approcha d'elle, le visage marqué par la gravité de la soirée. Il posa une main lourde et réconfortante sur son épaule. « Votre père, dit-il, la voix étranglée, il aurait été si fier de vous ce soir, Élise. Pas pour la vengeance, jamais pour la vengeance, mais pour votre courage de vous battre pour la vérité. C'était aussi un battant. » Julien Delacroix, le critique, passa près d'elle en se dirigeant vers la sortie et fit une petite et formelle inclination, un geste de profond respect qui valait plus que n'importe quel éloge verbal. Alors qu'elle se préparait à partir, une silhouette se dressa sur son chemin. C'était Marcelo. Son visage était pâle et fatigué, le visage d'un homme qui venait de mener un coup d'état d'entreprise pour sauver son propre navire. Il n'essaya pas de s'excuser au nom d'Adrien. Il parla en tant que nouveau pouvoir de facto. « Madame Renaud », dit-il, et l'utilisation de son nom complet était une reconnaissance formelle de tout ce qui s'était passé. Les actions du Conseil ce soir n'étaient qu'un début. Il y aura une réparation complète. L'entreprise fera ce qui est juste. Le nom de votre famille sera lavé et les actifs seront restitués. Le Conseil y insiste. C'était la victoire pratique, la restitution. Élise le fixa, son visage impénétrable. Elle n'avait plus besoin de l'argent ou des actifs. Elle était venue chercher la justice, et la justice n'a pas de prix. Elle hocha simplement la tête une fois, une acceptation silencieuse qui le congédia. Monsieur Blanchard proposa de la raccompagner, de la protéger du reste de la nuit, mais elle refusa poliment. « Il y a une dernière chose que je dois faire, » dit-elle. Seule, elle sortit par la grande entrée de l'hôtel particulier, laissant derrière elle le bourdonnement de la crise et les débris de la vie d'Adrien. Dehors, l'air de l'aube commençait à s'éclaircir, promettant un nouveau jour. Et pour la première fois, l'air semblait pur. L'atelier de Léandre était exactement comme elle l'avait laissé, un sanctuaire silencieux suspendu dans le temps. La clé tourna doucement dans la serrure. Les lumières étaient éteintes, mais à la lumière grise de l'aube qui filtrait par la verrière, elle vit sa silhouette assise dans un fauteuil attendant. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il regarda simplement son visage et sut. « C'est fini ?» demanda-t-il doucement. « Oui », répondit Élise. « C'est fini. » Ce qui suivit fut un rituel silencieux. Elle passa derrière un paravent et retira la robe émeraude. Chaque mouvement était lent, révérencieux. La robe n'était plus une armure, c'était une peau qu'elle pouvait maintenant abandonner.
Elle la plia soigneusement et la tendit à Léandre. La tache de vin, maintenant sèche, était à jamais cachée sous le pli ingénieux et la broche en feuilles de chêne. La pièce n'était pas endommagée. Elle était complète. Elle avait une histoire gravée dans ses fibres. Léandre la prit avec des mains de chirurgien et la raccrocha dans l'armoire en bois sombre. Mais il ne ferma pas complètement la porte. « Elle n'appartient plus au passé, Élise, » dit-il, la regardant, maintenant vêtue de ses simples vêtements d'avant. « Elle appartient désormais à votre légende. » Élise sentit un poids sauter de ses épaules, un poids qu'elle portait depuis l'enfance. Elle était libre. Au moment de se tourner pour partir, la voix de Léandre la retint. « Votre grand-mère m'a demandé de vous donner ceci, » dit-il, « quand tout serait terminé. » Il lui tendit une petite enveloppe, scellée à la cire et jaunie par l'âge. Le papier était ancien et rien n'était écrit à l'extérieur. Elle m'a dit que la clé qu'elle vous a donnée ouvrait la porte de votre bataille. Mais que cette enveloppe, dit Léandre, les yeux brillants d'un nouveau mystère, contient la véritable carte au trésor. Élise prit l'enveloppe. Elle était légère dans sa main, mais semblait contenir le poids d'un avenir inconnu. La guerre pour l'honneur de sa famille s'était terminée cette nuit-là. Mais elle réalisa, tandis que le soleil du matin commençait à dorer les rues de la vieille ville, que son propre voyage, le voyage pour reconstruire un nom et une vie, ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, le soleil de l'après-midi entrait par de hautes fenêtres, allant du sol au plafond, inondant l'espace d'une lumière blanche et chaude. Les murs, également blancs, servaient de toile de fond à l'explosion de couleurs et de formes qui y habitaient. Il y avait des peintures à l'huile vibrante, des photographies en noir et blanc qui racontaient des histoires silencieuses, de petites sculptures en métal recyclé qui semblaient défier la gravité. L'air ne sentait pas la cire ou le parfum cher, mais la peinture fraîche, le café moulu et l'énergie inimitable de la création. Sur la façade en verre, des lettres simples et élégantes annonçaient le nom du lieu. Espace culturel Renault. Ce n'était pas l'empire corporatif que les de Courcy dirigeaient, ni la salle de bal exclusive où les fortunes se faisaient et se défaisaient. C'était quelque chose de plus vital, de plus réel. C'était un écosystème. De jeunes artistes, des étudiants et des curieux circulaient, discutant des œuvres avec une passion sincère. C'était un lieu de pont, pas de mur. Se déplaçant parmi les invités, avec un plateau de verre d'eau, se trouvait Élise. Elle ne portait ni robe de haute couture, ni uniforme de travail. Elle portait un jean confortable et une chemise en lin, les cheveux attachés en un chignon lâche et décontracté. Il y avait une légèreté dans sa démarche, une sérénité dans son sourire qui n'existait pas auparavant. Elle s'arrêta pour parler à une jeune peintre dont l'anxiété était visible, et lui offrit des mots d'encouragement qui firent sourire l'artiste, détendu. Monsieur Blanchard l'observait d'un coin, un sourire d'immense satisfaction sur le visage. Il s'approcha. « Votre père aurait adoré ça, Élise, » dit-il, la voix pleine d'une émotion sincère. « Il a toujours dit que l'art n'appartenait pas au coffre-fort, mais à la rue. » Élise lui sourit en retour. « L'enveloppe que vous m'avez donnée par l'intermédiaire de Léandre, » commença-t-elle. « La carte au trésor, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. » L'accord avec la nouvelle direction de Courcy, menée par un Marcelo sobre et efficace, avait été rapide. La réparation financière était substantielle, suffisante pour reconstruire une dynastie. Mais l'enveloppe contenait quelque chose de plus précieux. Ce n'étaient pas des actions ou des titres, mais une série de lettres de son père à sa mère détaillant leur vision originale. Il ne s'agissait pas d'une fondation grandiose pour rivaliser avec les musées du monde. Il s'agissait de créer un espace petit, accessible et à but non lucratif, un endroit pour donner une première chance à ceux qui ne l'auraient jamais eu. Le trésor n'était pas l'argent, c'était le but. J'ai utilisé leur argent pour financer son rêve, dit Élise en regardant la galerie animée. Je pense que c'est le genre d'ironie que mon père aurait apprécié. Elle raconta également à Blanchard que ses examens finaux de licence d'histoire de l'art auraient lieu la semaine suivante. La vie n'était plus une bataille pour la survie. C'était un projet de construction. Pendant qu'ils discutaient, elle vit, de l'autre côté de la salle,
un jeune homme au visage familier servant des boissons. C'était Marc, le serveur de cette fameuse nuit. Après le scandale, il avait été l'un des premiers à être licencié. Élise l'avait recherché et lui avait offert un emploi. Le jeune homme travaillait maintenant avec une confiance et un sourire que l'argent d'Adrien n'aurait jamais pu acheter. C'était un petit acte de réparation, bouclant un dernier cercle. Monsieur Blanchard prit congé, laissant Élise seule au centre de son nouvel univers. Elle regarda les murs, les gens, l'art. Elle avait retrouvé le nom de sa famille, non pas en restaurant son ancienne gloire, mais en la redéfinissant complètement. L'héritage Renault n'était plus une question de richesse ou de pouvoir. Il s'agissait de résilience, de créativité et de la beauté qui peut naître des cendres. Il l'avait invité pour détruire son monde, mais au lieu de cela, il l'avait forcé à construire le sien.